Camargue, ce spectacle nous est offert depuis la plus haute antiquité. 10 000 couples de flamants roses règnent ici sur un îlot fragile, préservé depuis 1969 par quelques passionnés de nature. Un beau matin de mai, des milliers de poussins font leur apparition. Présence insolite de ces oiseaux qui vivent essentiellement sous les tropiques d'Amérique, d'Asie et d'Afrique. Fait unique, les flamands viennent en Camargue se reproduire tous les ans. Un privilège seulement épisodique pour Fuente de Piedra en Andalousie, l'autre site de nidification en Europe. À cette époque, on retrouve aussi chaque année les familiers, les voisins de la colonie, des tadornes et des espèces rares comme les sternes kojek qui paradent sur un îlot tout proche, ou les sternes ancelles et les goélands railleurs tout aussi sollicités par le printemps. Des avocettes se relaient pour couver leur progéniture. Tous ces oiseaux nichent et se reproduisent sur des îlots, territoires inaccessibles aux renards et aux rats, leurs prédateurs désignés sur le continent. Comme les flamands, ces espèces sont nidifuges. Leurs poussins naissent à un stade avancé et quittent le nid peu de temps après la naissance. Reste la menace des prédateurs aériens, les goélands. Danger redoutable qui plane sur la colonie pendant les mois précaires de la reproduction. C'est l'époque de la mue pour certains flamands qui n'ont pas de poussins. Du fond de leur gésier, les parents sécrètent la nourriture du poussin, l'équivalent du lait des mammifères en quelque sorte, et dont la richesse fait qu'au bout de 2 mois et demi, le poussin pèse 10 fois plus qu'à la naissance. Les plus jeunes ne s'aventurent que dans les plumes des parents, alors que d'autres, à 4 ou 5 jours à peine, tentent leur première exploration dans une jungle de pattes. Tous ne sont pas nés le même jour. La démesure de leur bec et de leurs pattes annonce leur spectaculaire profil d'adulte. Le premier rose fait rapidement place au gris total, couleur de jeunesse du flamand. Vers le 7e jour, les poussins quittent le nid et se rassemblent en crèche. Petits, grands et moyens s'y retrouvent, car les naissances s'échelonnent sur 2 mois. Les jeux, les exercices musculaires sont au programme. Ils préparent l'avenir. Les parents, libérés maintenant de leur tâche permanente de gardien, vont et viennent pour s'alimenter entre la colonie et les environs. Pendant plus d'1 mois, le péril goéland pèse sans relâche sur la nurserie. Des goélands d'autant plus envahissants qu'ils trouvent dans les décharges publiques des ressources alimentaires inépuisables, une assurance d'épanouissement pour l'espèce. Chaque année, ils peuvent faire disparaître plusieurs milliers de poussins.
Associés aux autres facteurs de dérangement, urbanisme, tourisme, assèchement des marais, les goélands deviennent une menace permanente pour la survie de la colonie. L'homme a faussé le jeu de l'équilibre naturel prédateur-proie. Dans les années 60, la colonie de Camargue avait cessé de se reproduire. 25 ans de lutte menée par la station biologique de la Tour du Valat, avec l'aide de la Compagnie des Salins du Midi, du Fonds mondial pour la nature, du parc naturel et de la réserve de Camargue, ont permis le retour des flamands nicheurs. À 3 semaines, les poussins descendent spontanément à l'eau et de plus en plus voraces exigent des parents un effort de nourrissage considérable. Il est vraisemblable que dans cette cohue, chacun reconnaît son poussin par le cri et ne nourrit que lui. Bientôt, le bec se renforce, prend sa forme busquée et se borde de filtres. À 10 semaines, les poussins pourront commencer à se nourrir comme des adultes. À la base de leur alimentation, on trouve des petits crustacés d'eau saumâtre, des gamarres, des artémias très riches en carotène et responsables de la couleur rose des flamands. Selon les animaux rencontrés, la technique d'alimentation est différente. En surface, ils récupèrent les proies nageuses. Ils fouissent avec le bec les vasières découvertes. Ils triturent et piétinent le fond en pivotant pour faire remonter les proies enfouies dans la vase. Quoi qu'il en soit, la langue sert de pompe aspirante et refoulante, et les filtres latéraux du bec retiennent la nourriture. Les ressources alimentaires de la Camargue et du Languedoc permettent pendant le printemps et l'été d'accueillir environ 50 000 flamands. Nourris de si petites proies, on comprend que les flamands passent pour survivre plus de 15 heures par jour à prospecter. Mais en 1980, contre toute attente, quelques flamands ont investi des rizières environnantes. Scientifiques, responsables de régions et riziculteurs ont alors décidé la mise en place de techniques d'effarouchement. Les reproducteurs prospectent jusqu'à 60 km, même la nuit dans les étangs trop fréquentés par l'homme. Les flamands que l'on rencontre au-delà, jusque dans le Roussillon, ne sont pas des reproducteurs. Un violent mistral de juillet vient couronner les premières tentatives de vol. Les jeunes ont maintenant 2 mois et demi. Quelques soupçons de rose sous les ailes annoncent le futur. La parure d'adulte ne se révèle qu'à l'âge de 4 ans. Fin août, les grandes migrations commencent. Les jeunes suivent alors les adultes et certains restent dans le Midi. Près de la moitié d'entre eux ne vivra pas plus d'1 an.
La durée de vie des flamands est d'une vingtaine d'années, mais on connaît aussi des cinquantenaires en captivité. Chaque hiver, seulement les 2/3 environ de la colonie déserte le sud de la France. Une partie part vers la Sardaigne et la Tunisie, une autre vers les côtes espagnoles. L'Andalousie est une station importante d'hivernage, mais quelques Flamands poussent le voyage jusqu'en Mauritanie et au Sénégal. Quels facteurs, quelles pulsions président à ces comportements sédentaires ou migratoires? Ils sont encore mal connus. On a seulement constaté que la zone d'hivernage choisie par un jeune lors de son premier hiver est généralement celle qu'il adopte toute sa vie. Les choix d'itinéraire dépendent en partie des conditions météorologiques au moment du premier envol de Camargue. Ainsi, par vent de nord-ouest, le Mistral, les jeunes ont tendance à s'orienter vers le sud-est, donc vers la Sardaigne et la Tunisie. Toujours est-il qu'au mois de mars suivant, des reproducteurs viennent de Sardaigne, d'Espagne ou d'ailleurs prendre possession de l'îlot de Camargue pour nicher. C'est l'époque des grandes parades et des chorégraphies nuptiales. De nombreux jeunes y participent, même si leurs chances de nicher sont faibles. Un Flamand ne construit pas de nid avant l'âge de 3 ans et ne devient véritablement géniteur que vers 6 ou 8 ans. Rythme, déploiement d'ailes qui démasquent leur contraste flamboyant de rouge et de noir, courbettes, piaffements ou simulacres de toilettage, tout un rituel, accompli autant par les femelles que par les mâles, contribue à la synchronisation des couples et des accouplements. La colonie se fixe quand des milliers d'oiseaux sont prêts à pondre au même moment. Les mâles se reconnaissent à leur taille plus imposante. Comme la couleur et les rondeurs de l'animal dépendent de la richesse de sa nourriture, on peut se demander si les parades ne permettent pas également aux individus de se choisir entre partenaires bien portants et de mieux résister ainsi aux durs travaux d'élevage du jeune. On voit parfois 2 et même 3 mâles se battre pour une femelle. Chaque femelle pond un seul œuf au cours des mois d'avril, mai ou début juin, selon la clémence de la saison. Le mâle veille, les goélands aussi. À tour de rôle, chaque partenaire couve 2 à 3 jours sans manger ni boire, excepté à l'occasion de rares averses
où il récupère un peu d'eau retenue sur son plumage. Les flamands profitent de la pluie pour remodeler la glaise de leur nid, mais ce terrassement et leur piétinement contribuent à dégrader leur sanctuaire. Les vagues et le vent feraient le reste si l'homme n'intervenait pour restaurer régulièrement un site de nidification devenu irremplaçable, car, depuis 100 ans, l'endiguement du delta du Rhône pour barrer ses crues a brisé toute formation naturelle de nouvel îlot. La promiscuité des 10 000 couples n'empêche pas chaque oiseau de défendre un territoire balisé par les seules frontières de son nid. La période d'installation et le début de la couvaison exigent une quiétude totale. Oiseaux très farouches, les flamands paniquent à la moindre perturbation, au moindre bruit insolite. En un instant, toute la colonie peut fuir et piétiner des milliers d'œufs ou de poussins. Le 25 mai 1987, un simple ballon d'enfant poussé vers l'îlot par le Mistral a eu pour conséquence le massacre d'au moins 4000 poussins. Exemple de panique, la présence d'un cygne noir, à l'évidence échappé de captivité et donc inconnu des Flamands. Des mesures draconiennes de protection sont imposées, dont l'interdiction formelle aux avions de voler en rase-motte sur la colonie. Mais l'imprévisible est toujours à redouter. Les goélands restent à l'affût de toute occasion et opèrent sans relâche. En fait, leur ravage commence dès la ponte. Il arrive aussi que, malgré toutes les précautions prises pour pondre très précisément sur le nid, des femelles, souvent peu expérimentées, délogent par maladresse leur œuf et le perdent. Heureusement, une deuxième ponte, 10 à 12 jours plus tard, et même éventuellement une troisième, remplace l'œuf perdu ou celui volé par un goéland. Quasiment sans défense, les Flamands ont du mal à déjouer les stratégies d'un agresseur très agile et de plus très opportuniste. Partant de Mistral, pour déloger un couveur et lui voler son œuf, il suffit en planant de lui saisir le bec pour le déstabiliser. Autre technique, piquer simplement les pattes aux articulations. Redoutable, non ? Plusieurs milliers d'œufs disparaissent ainsi chaque année. Il est clair que seule une colonie en bonne santé peut supporter de telles hécatombes.
Après un mois d'incubation, les premières éclosions annoncent le retour de la belle saison. Cette année encore, les flamands ont accompli un cycle de vie. Les flamants roses sont inscrits à l'inventaire de notre patrimoine naturel et méritent à ce titre respect et protection. Leur histoire en Camargue est un bel exemple d'une nouvelle et fragile cohabitation avec l'homme. Prisonnier des contraintes économiques modernes, l'homme doit, pour conserver la nature, négocier en permanence avec elle. De lui seul dépend désormais que ces merveilleux oiseaux venus du fond des âges nous offrent encore longtemps, sur l'île aux Flamands et sur les berges du midi de la France, un peu de rêve.